durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons la rénovation des logements pour la transition énergétique ou comment chacune et chacun d'entre nous peut agir à son niveau. Cette émission a été préparée avec le concours des étudiantes et des étudiants en génie de l'environnement de l'Université de Lorraine, initiateur du festival Écomain qui, à l'occasion du G7 des ministres de l'Environnement, des Océans et de l'Énergie, qui se déroule cette année à Metz, justement, les 5 et 6 mai 2019, s'est transformé en quartier des Écomains du village éco-citoyen installé dans les jardins Jean-Marie Pelt à Metz et RCF Jéricho-Moselle pour les moyens techniques. Nous sommes au village éco-citoyen avec deux spécialistes de la rénovation énergétique des bâtiments et nous sommes en public. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Sébastien Douche, vous êtes chargé de mission climat, air, énergie à Metz Métropole. Bonjour. Bonjour. Julien Vieille, vous êtes conseiller info-énergie à l'espace info-énergie de l'ALEC du pays messin. ALEC pour Agence locale de l'énergie et du climat. Bonjour. Bonjour, je vous salue. Sébastien Douche, Julien Vieille, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour que l'on comprenne bien qui vous êtes, j'aimerais que vous commenciez par nous expliquer en quoi consiste votre métier. On va commencer par vous, Sébastien Douche. Oui, donc comme vous l'avez dit, je suis chargé de mission climat, air, énergie. Donc il y a 3 enjeux dans cette mission que j'exerce depuis un petit peu plus de 7 ans maintenant. Préserver le climat, améliorer la qualité de l'air pour les habitants de la métropole, et puis mieux gérer l'énergie, l'économiser, la produire autrement, durablement. Vous êtes donc on peut dire fonctionnaire de Metz Métropole. Voilà, je suis ingénieur territorial et fonctionnaire à Metz Métropole, c'est ça. Voilà pour Sébastien Douche. Julien Vieille, alors ALEC, je l'ai dit, mais 2 mots quand même sur la structure et puis bien sûr ensuite votre métier. Alors du coup, je fais partie de la LEC du Pays Messin qui est une association et à ce titre, donc, elle est financée par les collectivités territoriales et porte un service d'utilité publique dont celui d'Espace Info Énergie. Je suis donc moi-même conseiller Info Énergie et je suis là à ce titre pour porter un service d'utilité publique qui vise à accompagner, conseiller de manière gratuite, neutre, indépendante et objective les particuliers qui souhaitent savoir quelles sont les aides financières et les solutions techniques qui existent dans le cadre de leur projet de baisse de consommation dans leur logement. Sachant que ce service Espace Info Énergie existe partout en France, que vous soyez en Mayenne, en Creuse, il y a au moins un Espace Info Énergie par département pour vous conseiller et sur Metz, c'est la LEC du Pays Messin. Vous citez la Creuse et la Mayenne tout à fait par hasard. Très clairement, oui. Même dans des pays, dans des départements peu vitalisés, il y a au moins ces structures qui existent. Et on peut donc venir vous consulter à titre absolument particulier, et vous l'avez dit, c'est totalement gratuit. Tout à fait. Particulier qui soit en maison individuelle, mais aussi en copropriété, on est vraiment là pour accompagner les citoyens de tout le territoire. Et votre conseil, Julien Vieille, va jusqu'où ? Est-ce que vous allez jusqu'à, je ne sais pas, conseiller par exemple une marque de chaudière plutôt qu'une autre ? Alors dans le cadre de notre mission qui se veut surtout d'être neutre et objective, on ne peut pas donner de nom de produit ni de marque. On va juste être là pour vous dire quels sont les avantages et les inconvénients de chaque solution pour que le particulier puisse choisir en meilleure connaissance de cause et ne pas avoir uniquement le discours du professionnel qui cherche à vendre son produit, son service. Sébastien Douche, en qualité de chargé de mission climat, air, énergie à Metz Métropole, est-ce que vous avez, vous, un contact direct avec le public et les citoyens ? Alors pas directement, Metz Métropole, c'est un des 10 membres fondateurs de la LEC du Pays Messin, on l'a créé en 2011, et justement on a voulu la LEC comme notre bras armé auprès des habitants et auprès des communes. Donc nous on est plus... on
on va plus s'occuper de la stratégie, de la politique publique, comment on articule ces politiques climat, air, énergie avec l'urbanisme, avec le logement, avec les transports, la mobilité, puisqu'on va être aussi gestionnaire du service de mobilité. Hein. On a un délégataire qui est le réseau Lemet, que vous connaissez tous. On s'occupe maintenant d'urbanisme, on s'occupe d'équilibre social de l'habitat, et donc il faut faire du lien entre toutes ces compétences. Voilà, donc on va être plus sur le volet stratégique. Nous, on a adopté un plan climat, air, énergie territorial, donc ça peut paraître un petit peu technocratique, mais c'est oui. Mais voilà, c'est devenu une obligation. Après, on s'était lancé très tôt dans cette aventure, puisque c'est devenu une obligation il y a quelques années, et nous, on s'est lancé il y a 10 ans dans l'élaboration de ce plan. Et après, quand on le regarde de près, dans le plan d'action, c'est très concret. Il y a des actions vers les habitants, voilà, le conseil de l'ALEC, c'est une des actions du plan climat. Les événements qu'on va organiser pour sensibiliser, mobiliser le grand public avec l'ALEC du Pays Messin également. Je pense à un escape game qu'on a fait récemment. On va aussi mobiliser les entreprises du territoire. Donc là, ce n'est pas avec l'ALEC, on le fait en interne. On va réaliser des actions chez nous pour l'exemplarité, quelque chose d'essentiel. Voilà, c'est très diversifié, c'est très concret. Et il faut une feuille de route, il faut un document cadre. Donc c'est ce plan climat qui nous permet d'avoir une vision à 6 ans. Et est-ce que l'un et l'autre, on va bien sûr parler concrètement de rénovation des logements, mais est-ce que l'un et l'autre, vous avez aujourd'hui des moyens, à la fois financiers, humains, pour être à la hauteur des enjeux, des objectifs? Alors, Julien Vieille. On va dire que c'est jamais Je me à sens la un peu hauteur. gêné, là. C'est jamais à la hauteur de l'enjeu, puisqu'il faut savoir que la rénovation des logements est très importante, puisque la consommation des bâtiments est le premier poste consommateur d'énergie en France. C'est le deuxième émetteur de gaz à effet de serre, et Le premier étant généralement les transports. aérien compris. Et rien compris, le fret routier, également le transport de personnes. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'augmentation du prix de l'énergie risque de mener un certain nombre de personnes avec des moyens modestes vers la précarité énergétique, ce qui est quand même un grave danger pour la qualité de vie de ces personnes. Donc il y a un gros défi, et voilà, sur le terrain, on est heureusement accompagné par les structures publiques, mais c'est vrai que par rapport à cet enjeu, ce serait pas Ce serait bienvenu, voilà. pour tout le monde. Sébastien Douche, même question. Oui, bon. En prenant un petit peu de recul, c'est vrai qu'on a commencé de façon très légère. Hein. Nous, à Metz Métropole, la cellule environnement et développement durable qui s'occupait à la fois d'inondation, de biodiversité, de climat, air, énergie, de bruit, c'était 2 personnes. Voilà, il y a encore 7 ans. On a, en décrochant des financements, on a pu gonfler, structurer un petit peu l'équipe et spécialiser les gens pour être plus efficaces. Et à l'ALEC, c'est un petit peu la même histoire. L'ALEC a commencé avec 2 personnes en 2011. Vous êtes 6, 7, 8, voilà, je ne sais plus exactement. 6, voilà. Voilà, ça permet que chaque conseiller se spécialise. Il y a un conseiller qui s'est spécialisé en copropriété, qui conseille les copropriétés, parce que c'est un métier spécifique où il faut notamment prendre des décisions. C'est toujours complexe, les AG de copropriété. Julien et Stéphane sont, eux, conseillers sur la rénovation des maisons individuelles. On a maintenant un chargé de communication à l'ALEC avec qui on peut faire les opérations comme celles que je citais tout à l'heure, ou des ateliers. Là, je fais référence à l'actualité immédiate, des ateliers sur les énergies renouvelables, où on a pu, avec l'aide de Julien, aider les particuliers à voir si c'était intéressant pour eux d'aller vers l'énergie solaire. Voilà. Les moyens sont jamais suffisants, surtout ces dernières années. Hein. On est, en tant que collectivité territoriale, on est soumis à une baisse des dotations de l'État, à une demande d'action publique qui est croissante. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet ciseau. Les moyens baissent et la demande augmente. Et vous étiez 2 il y a 7 ans, vous êtes combien aujourd'hui? Alors, on est sur la direction du territoire durable à Metz Métropole, qui recouvre à peu près les mêmes thématiques que celles que je citais tout à l'heure. On est 7 personnes. On est là pour parler aujourd'hui de transition énergétique et de rénovation des logements. Pourquoi faut-il rénover les logements? Bien, un peu comme je l'ai dit précédemment, c'est que déjà le bâtiment est un des gros consommateurs et aussi très fortement pollueur, notamment au niveau des émissions de CO2, et que du coup on a, nous,
c'est un des postes sur lequel on peut agir directement à sa propre échelle pour jouer sur la transition écologique et énergétique, mais aussi pour son confort. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, la rénovation énergétique, ce n'est pas que faire des économies d'énergie, mais c'est aussi accroître son confort et augmenter la valeur de son bien, puisqu'un bien rénové est quand même plus facilement mis en location, vendable, lorsque l'on le quitte. Vous me disiez en préparant cette émission, Julien Vieille, que lorsqu'on change sa cuisine, par exemple, on fait beaucoup moins attention au prix. Alors que lorsqu'il est question de rénovation énergétique, évidemment, on fait le rapport, le ratio investissement et puis retour sur investissement. Tout à fait, ça c'est un discours qu'on entend beaucoup avec nos rendez-vous, les gens qui viennent nous consulter. C'est bah oui, mais c'est pas rentable. Il dit mais est-ce qu'on se pose la question de la rentabilité lorsque l'on change de voiture, lorsque l'on refait sa cuisine? Et c'est un petit peu voilà le parent pauvre, c'est qu'on n'a que cette vision-là, sauf que il y a le bien-être qu'on va avoir en ayant un bâtiment qui soit de meilleure qualité puisqu'il va être isolé, on aura moins de courant d'air, et puis de se dire bah, au moins aussi je préserve l'avenir de mes enfants, mes neveux et nièces, donc vraiment aussi c'est de l'altruisme. Aussi, accessoirement. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Si vous voyagez un brin du côté de Saint-Quentin, dites bonjour à mes parents qui habitent le 5e rang. Vous pouvez pas les manquer, prenez le chemin pas pavé. Près de la maison, vous verrez, il y a une croix qu'on a plantée. En vous voyant arriver, Mahoudras sont habillés. Il dira, mais entrez donc, passez donc dans le salon. Les planchers sont frais cirés, on ose à peine marcher. Un bouquet de fleurs des champs embaume l'appartement. Que c'est charmant chez nos parents, ce que ça sent bon dans nos vieilles maisons. Sitôt que vous serez entrés, il faudra vous dégrayer. On vous garde pour le souper car ce soir il y a une veillée. On vide la chambre des garçons, roule le tapis du salon, hurle le pain, tire une bouffée en attendant les invités. Les voisins arrivent gaiement avec leur douzaine d'enfants. On monte en haut les coucher, cinq par il faut les tasser. Quand ils sont tous endormis, on ferme la porte sans bruit. On descend le cœur joyeux en attendant les violoneux. Parce que c'est gai dans nos veillées, la vie a du bon dans nos vieilles maisons. Pour ceux qui prennent un petit coup, papa sort son caribou. Quand on est bien réchauffé, on s'invite pour danser. Petit Joe avec Joséphine, le grand Arthur puis Caroline, Thérèse avec Poléon, puis tous les maîtres de la maison. Les violons sont accordés, les musiciens tapent du pied. C'est Fritzine qui va coller le premier set de la veillée. Swingez-là, susplanchez-là, les gigueux sont fatigués. Thérèse qui étouffait est allée ôter son corset. Dans son gaiement, c'est le bon temps du rigodon dans les vieilles maisons. Quand c'est le temps du réveillon, la vieille a fait des grotons du ragoût de pâte de cochon. Nous sommes toujours avec Sébastien Douche, chargé de mission Climat, Air, Énergie à Metz Métropole, et Julien Vieille, conseiller Info-Énergie à l'espace Info-Énergie de l'ALEC du pays messin, ici au quartier des Écomains, à l'occasion du G7 des ministres de l'Environnement, des Océans et de l'Énergie qui se retrouve à Metz les 5 et 6 mai 2019. Pour parler de transition énergétique et de rénovation des logements. C'est notre sujet à nous, ce n'est pas celui du G7, en tout cas peut-être que ça pourrait l'être. L'énergie, Sébastien Douche et Julien Vieille, c'est quelque chose d'assez compliqué, d'assez complexe à comprendre. Tout le monde comprend le débit, la consommation d'eau. L'énergie, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Quels sont les éléments de base qu'il faut connaître si on veut se préoccuper de rénovation de son logement? Je dirais que l'énergie est partout dans nos vies en fait. On pense forcément à l'électricité, à l'éclairage,
Mais il y a évidemment le chauffage, il y a le rafraîchissement, la climatisation qu'il faut chercher à limiter, puisqu'on sait qu'on aura des étés de plus en plus chauds et de plus en plus de canicules. Voilà, même si on fait tous les efforts pour limiter le réchauffement climatique. Mais l'énergie, c'est aussi les modes de déplacement. Alors là, je vois des vélos passer, donc je trouve que c'est le bon exemple, puisque c'est un des modes qui utilise le moins d'énergie. En tout cas, il utilise seulement de l'énergie humaine. Et, En même temps, ils n'ont pas le choix. et pas d'énergie C'est tellement fossile bouclé ni que d'énergie Il n'y a électrique. pas de véhicule, Voilà. il n'y a pas de voiture. Mais voilà, l'énergie est vraiment, vraiment présente dans tout ce qu'on fait au quotidien. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce que disait Julien tout à l'heure, pour vous donner une image des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre sur la métropole, le premier poste, c'est les déplacements de personnes. Alors, ce n'est pas les déplacements en avion, ça c'est complètement minime, mais les déplacements de personnes, c'est près de 48% des émissions de gaz à effet de serre de Metz Métropole. Donc, c'est parce qu'on prend la voiture, tous, y compris pour faire des trajets parfois de 1 km, qu'on pourrait faire en moins de 10 minutes à pied. En voiture, je ne suis pas persuadé qu'on gagne beaucoup de temps, peut-être 2 minutes, pas plus. Qu'est-ce que c'est que 2 minutes dans une vie ? Bref, moi, à titre personnel, j'essaye de me déplacer à pied, voilà, même quand les conditions sont pas favorables. Prendre le métis, prendre le vélo, voilà, il faut que chacun ait le choix. Quand les gens sont dépendants de la voiture, c'est là que ça pose des problèmes. On l'a vu dans l'actualité ces derniers jours. Alors, ce que vous évoquez là, Sébastien Touche, c'est aussi l'aspect culturel, notre rapport au véhicule, probablement les blocages qui font que, eh bien, on a du mal peut-être à prendre les transports en commun. On aura peut-être l'occasion de l'évoquer. Julien Vieille, qu'est-ce qu'il faut savoir, les éléments de base, les briques de base, avant de s'intéresser à la rénovation de son logement? Déjà, il faut se dire, est-ce que je me sens bien dans mon logement ? Déjà, essayer de se voir s'il n'y a pas déjà des désordres que l'on observe au quotidien et qu'on se dit à quoi c'est dû. Ça peut être lié justement à des faiblesses du logement qui aussi, il faut mettre en relation avec la consommation du logement. Alors la consommation, c'est pas le coût en euros que ça va me coûter, parce que imaginons quelqu'un qui se chauffe au bois. Le bois est une énergie très peu chère, mais il peut avoir une énorme consommation. Donc à l'inverse, quelqu'un qui serait chauffé à l'électrique pourra avoir une consommation très faible, mais payer extrêmement cher sa facture d'énergie. Donc pour cela, il faut faire un petit peu d'analyse, notamment avec ces factures. Regardez quelle est la consommation que l'on a sur l'année en kilowattheure. Pas des kilowatts, qui est une énergie, qui est une puissance, mais les kilowattheures qui sont la consommation dans le temps. Et donc ça, tout un chacun peut faire par lui-même. Regardez ses factures, la consommation annuelle en kilowattheure, et le ramener à la surface habitable de son logement. Alors ça marche très bien pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, parce que c'est très facile de savoir, par exemple, quand on a du gaz, quelle est la consommation, et de voir à quel niveau est-ce qu'on se table. Nous, ici en Lorraine, on est sur un parc existant relativement énergivore, de l'ordre de presque 300 à 250 kWh par mètre carré par an. En Grand Est, on doit viser en rénovation les 104. Donc voilà, ça permet de voir un petit peu où est-ce qu'on se situe. C'est parce que juste en ayant fait l'isolation de sa toiture au change d'air, ce n'est pas forcément l'alpha et l'oméga de la rénovation. Et c'est vraiment le juge de paix, c'est ramener sa consommation à sa surface. C'est vrai, Julien Vieille, que quand on revient du supermarché ou quand on fait ses courses, on regarde toujours sa facture. Très peu de gens, finalement, ont le réflexe de regarder leur facture d'électricité, d'abord parce qu'on la reçoit 2 fois par an, et puis on n'a pas ce réflexe-là. Finalement, on se dit c'est une charge incontournable. Ce que vous nous dites, c'est d'analyser la facture, non pas uniquement d'un point de vue économique, d'un point de vue financier plutôt, mais d'un point de vue de la consommation réelle rapportée au mètre carré du logement. Tout à fait, c'est vraiment l'élément de base qui permet de savoir où est-ce qu'on se situe. C'est un peu le bilan de santé de sa maison, hein. C'est comme un sportif, je vais regarder pas s'il court 1 ou 2 km ou 10, hein. Je vais regarder est-ce qu'il a du cholestérol dans son sang. Voilà, c'est vraiment le juge de paix. Alors, quand on a fait ce rapport consommation-surface, c'est à ce moment-là qu'on vient vous voir, Julien Vieille, pour dire, voilà, visiblement, mon logement est une passoire énergétique. Qu'est-ce que je peux et qu'est-ce que je dois faire ? Alors déjà, on peut venir nous voir avant, parce que voilà, ce genre de choses peut être délicat à bien faire, hein, vérifier ses consommations. Et effectivement, ensuite, voilà, les espaces info-énergie partout en France sont là
pour vous dire un petit peu ce qu'il est possible de faire. Alors il y a généralement des très grandes idées qui sont pertinentes, c'est-à-dire voilà, le premier poste reste souvent la toiture. Cependant, suivant le type de bâtiment, comment est-ce qu'il est organisé, savoir s'il est mitoyen avec d'autres bâtiments ou pas, les postes peuvent changer. Et c'est là un peu aussi tout notre rôle en tant que conseil gratuit et neutre, sachant que sinon, c'est recours à un professionnel qui va faire un audit énergétique. Qu'est-ce qu'on peut espérer gagner en consommation cette fois-ci? J'ai bien compris qu'il ne faut plus parler de prix, on parle de consommation. Qu'est-ce qu'on peut espérer gagner, Julien Vieille, en faisant des travaux de rénovation? Alors, si on raisonne uniquement sur le volet énergie, on peut facilement diviser sa consommation par deux, en deux interventions, l'isolation d'une paroi et le changement du système. Après, voilà, en grand test, nous, on doit diviser la consommation par 3 ou par 4, suivant où est-ce qu'on se place, pour atteindre... Compte tenu du fait qu'on vient de loin? Tout à fait. Bon, après, ce qui est sûr, c'est qu'un bâtiment qui est très consommateur, la marche à franchir est très, très facile. Après, pour un bâtiment qui est peut-être des années 80, qui est plus proche des 150, là, il y a toujours des voies d'amélioration et l'identifier nécessite là un peu plus de matière grise pour bien l'identifier. Sébastien Douche, ça vous concerne peut-être un peu moins directement, en tout cas, la rénovation du logement du particulier. Mais je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur la mobilité. Il faut aussi que, au-delà de la résistance culturelle de nos concitoyens à ne peut-être pas partager forcément le même espace pour se déplacer, il faut aussi que les équipements soient de qualité et incitent nos concitoyens à utiliser ces modes de déplacement. Vous citiez à l'instant le vélo. On sait bien qu'il y a des villes plus ou moins vélo-friendly, comme on dit aujourd'hui, plus ou moins aménagées pour ça. Comment ça se passe à Metz? Alors, ce que vous dites fait exactement écho à quelque chose que je pense qui est devenu mon credo, c'est que la transition énergétique, ça peut paraître un sujet technique, mais finalement, je dirais qu'il y a au moins autant d'humains que de techniques dans ces affaires. Parce qu'on va évidemment aménager la ville, on va évidemment créer une offre de vélo en libre-service ou en location, on va mettre en place des systèmes de transport urbain performants, mais il faut le côté humain, c'est-à-dire le changement de comportement qui ne se fait pas du jour au lendemain. Comme vous l'avez dit, il y a un attachement à la voiture individuelle, etc. Surtout dans certaines générations, j'ai envie de dire. La jeune génération, c'est beaucoup moins le cas. La jeune génération rêve moins de posséder une voiture, quoi. C'est l'usage qui compte, c'est d'aller à un point A à un point B. C'est mon côté jeune d'ailleurs au passage, mais moi je m'inclus plus là-dedans. Après voilà, donc il faut de l'accompagnement, évidemment, que ce soit en interne, que ce soit avec les habitants, que ce soit avec les communes, que ce soit avec les entreprises, pour reprendre les 4 publics avec lesquels on travaille à Metz Métropole. Il y a toujours cet accompagnement. On va mettre en place les systèmes, mais c'est pas parce qu'on va acheter 3 vélos pliants à Metz Métropole, c'est un exemple réel, que les agents vont les utiliser du jour au lendemain. Donc on va faire quelque chose de convivial, de pédagogique, un vrai accompagnement humain pour que les gens puissent les essayer, se dire « Ah oui, bah c'est facile, c'est rapide, ça me rend le même service que de prendre une voiture de service et je peux aller d'un point A à un point B aussi vite ». Mais en ayant fait un peu d'exercice et en ayant respiré le bon air pur de Metz Métropole et puis en ayant fait... passer un moment sympa en fait. Voilà. Et il faut qu'on arrive à ce que les gens aient en tête ces différents critères qui les amènent à évoluer. Quand la somme des avantages à changer est supérieure à la somme des inconvénients à rester comme on est, en général on change. Mais ça prend du temps, c'est pas instantané et on est là pour accompagner les publics vers ces changements de comportement. Alors, on nous parle tout le temps d'urgence climatique. L'un et l'autre, Sébastien Douche et Julien Vieille, allez pour aboutir à votre fantasme à chacun qui ferait que vous n'auriez plus besoin de travailler, ou en tout cas changer de travail parce que vous n'auriez plus d'utilité. On en a pour combien de temps? Quelle est l'échéance maximale? Il faudra qu'un des deux se prononce. Alors, Julien Vieille. Bon, du coup, voilà, ce qui est certain, c'est que le GIEC a revu ses objectifs à la hausse et notamment l'urgence. On devrait en fait descendre sous les 2 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre 2 tonnes d'équivalent de CO2 par personne d'ici 2020. Donc autant
dire demain. Autant dire que c'est râpé, quoi. Voilà, très compliqué. C'est pas râpé, mais voilà, faut accélérer énormément les choses, et c'est pour ça que on essaie de mettre en marche tous les parties prenantes, les collectivités, les acteurs privés, mais aussi du coup les citoyens qui peuvent être ce qu'on appelle des éco-acteurs. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Dans ma guitare, c'est qu'il fait nuit dans nos mémoires, qu'il fait froid sur les trottoirs, mon parlement en tour d'ivoire. On rêve d'écrire sa page d'histoire, comme dit Verlaine, pauvre Gaspard. Es-tu né trop tôt ou trop tard? T'as pas de haine, t'as que de la peine et de la colère. Si je grandis pas, si je marche pas droit, si je traîne la nuit dans ma musique, c'est qu'il y a trop de monde qui sont sans voix sur le pas de la porte de la boutique, alors que là-haut on tourne la loi. Affaire de cul, affaire de fric, comme dit Verlaine, pauvre Gaspard. Es-tu né trop tôt, trop tard? T'as pas de haine, t'as que de la peine et de la colère. Si je cours les rues et les bistrots, si je pleure parfois sous les étoiles, c'est qu'il y a du rêve sous mon paletot et que j'aimerais bien mettre les voiles et pas finir dans le ruisseau. Un peu poivron, un peu bancal, comme dit Verlaine, pauvre Gaspard. Es-tu né trop tôt, trop tard? T'as pas de haine, t'as que de la peine et de la colère. À l'occasion du G7 des ministres de l'Environnement, des Océans et de l'Énergie qui se déroule cette année à Metz les 5 et 6 mai 2017, nous sommes accueillis au quartier des Écommuns pour une émission publique sur la transition énergétique et la rénovation des logements. Julien Vieille, vous nous expliquez la démarche qui finalement, à vous entendre, paraît assez simple. Vous êtes à la disposition en tant que conseiller Info Énergie dans les espaces Info Énergie qui, vous le disiez, expliquent un peu partout en France, y compris en Creuse et en Mayenne. J'ai beaucoup aimé l'exemple et les habitants de ces départements apprécieront. Mais tout ça, évidemment, malgré tout, même si on a bien compris qu'il fallait d'abord se préoccuper de la consommation, tout cela a un coût. Et les collectivités, l'État participent à cette transition énergétique par des aides. Alors, il y a différents niveaux de dispositifs. Il va y avoir déjà les dispositifs nationaux qui dépendent de l'État. On peut citer le crédit d'impôt, les primes énergie qui sont certes données par les fournisseurs d'énergie, mais qui ont été mis en place sous l'injonction de l'État. Donc, faut pas l'oublier. Et après, on va... donc, je ne vais pas toutes les détailler. On viendra vous voir pour ça. Voilà. Après, on va retrouver les dispositifs locaux, de notamment les comités de communes, ou par exemple celles qui vont être propres à la situation de la personne. Est-ce que, par exemple, une personne salariée peut bénéficier de prêts bonifiés pour la rénovation, les gens à la retraite d'aide de leur mutuelle ou de leur caisse de retraite. Donc il y a vraiment un panel de dispositifs qui sont mobilisables, et quelle que soit la situation, qu'on paye peu, pas ou beaucoup d'impôts, il y a toujours des aides possibles pour la rénovation et la baisse des consommations dans son logement. Je vais vous contredire un petit peu, Julien Vieille. Je vais vous parler, puisque vous parlez d'exemple, je vais vous parler du mien. Il se trouve que voilà, je suis propriétaire d'une vieille ferme du XVIIIe siècle dans le sud
du département de Meurthe-et-Moselle. Je suis allé rencontrer un de vos collègues, un conseiller Info-Énergie à l'espace Info-Énergie, en l'occurrence du Saint-Ouen. J'ai été remarquablement bien accueilli, de façon très compétente, mais lorsque j'ai dû étudier dans le détail mon dossier, eh bien au final, voilà, pour quelques centaines d'euros d'aide, j'avais plus vite fait de, moi-même de prendre mes outils et de faire la rénovation nécessaire plutôt que de monter ces dossiers. Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question qui s'adresse également à Sébastien Douche, c'est l'exemple bien sûr du centre-ville de Metz, du vieux centre qui est magnifique. Comment on fait lorsqu'on veut rénover du bâtiment ancien? La Moselle, en l'occurrence, est très riche d'un patrimoine urbain ancien et rural. Comment on fait pour rénover une vieille maison sans la dénaturer complètement, ce qui évidemment n'a plus de sens? Alors là, c'est effectivement toute la difficulté que l'on a en France, où on a, comme vous l'avez dit, un patrimoine vraiment richissime, et ce qui fait aussi tout l'engouement des touristes, c'est de venir voir la France pour ce patrimoine culturel. La France est un musée à ciel ouvert. Et effectivement, le fait de rénover, comme on peut le voir, des bâtiments anciens avec une isolation par l'extérieur qui vient complètement modifier l'architecture, c'est une hérésie. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il faut proscrire l'isolation thermique par l'extérieur, mais c'est juste que l'isolation thermique par l'extérieur, par exemple, qui va modifier la façade, doit pouvoir recréer les effets architecturaux d'origine, respecter les proportions. Et là, c'est un défi qu'on peut lancer à tous les entrepreneurs pour faire en sorte que la transition énergétique ne soit plus uniquement le fait de vouloir faire baisser les consommations, quitte à faire fi du passé et de ce patrimoine architectural et culturel, mais d'aller vraiment sur cette conciliation. Et la deuxième chose, c'est que on n'aura pas le choix de toute façon de rénover ce bâti. Alors, il y a différentes techniques. On parle d'isolation par l'extérieur, mais aussi d'isolation par l'intérieur. Si on laisse en l'état ces bâtiments, on va se retrouver avec d'autres problématiques, c'est-à-dire des centres-villes où personne ne voudra habiter parce que ça devient invivable. On va avoir des remontées d'humidité, on va avoir beaucoup de mal à pouvoir se chauffer en hiver. Éventuellement l'été, on peut avoir justement, avec l'augmentation des canicules, de plus en plus de mal à supporter ces bouffées de chaleur, même si justement le bâti ancien a de très forts avantages à ce niveau-là. On n'aura pas le choix, c'est sûr. Ça veut dire aussi, je dirais bien que les locataires ou les propriétaires, lorsqu'ils auront goûté à ce nouveau confort des maisons rénovées, vont probablement être aussi plus exigeants lorsqu'ils vont changer de propriété ou de logement. C'est un sujet qui vous concerne directement, Sébastien Douche, précisément de votre problématique d'aménagement de la ville? Alors, à titre personnel, vous ne croyez pas si bien dire, parce que je suis en plein dans des travaux d'isolation chez moi, voilà, que j'ai commencé il y a 2 jours. J'en ai un à ma droite. C'est bon, la formation, j'en bénéficie à la source, et merci encore aussi pour l'aide que... J'espère que le courant passe. Le courant passe. Et alors, comment vous faites justement avec ces dossiers? Est-ce que les aides sont suffisamment incitatives? J'ai fait comme vous, j'ai fait par moi-même, parce que c'est vrai que la lourdeur des dossiers, le peu d'aides qu'on peut avoir, parce qu'il faut savoir, la plupart des aides nécessitent de faire intervenir un professionnel. Quand j'ai fait changer ma chaudière, j'ai bénéficié du crédit d'impôt et j'ai bénéficié des certificats d'économie d'énergie, qu'on appelle aussi prime énergie, chez tous les bons distributeurs d'énergie, chez tous les bons fournisseurs d'énergie. Donc ça oui, puisque je l'ai fait faire par un professionnel. Pour de l'isolation, je le fais faire moi-même. Je le fais moi-même, voilà. L'auto-rénovation. J'ai envie de dire... Et pardonnez-moi, Sébastien Douche, mais dans ce cas-là, il n'y a pas d'aide possible aujourd'hui pour l'auto-rénovation. Il n'y a pas d'aide possible, non. Mais bon, c'est des travaux à quelques centaines d'euros en même temps, hein, donc c'est pas forcément... C'est même pas le prix des aides. C'est pas, voilà, y compris le papier peint. La question portait aussi sur le respect du bâtiment ancien. C'est ça. J'y venais justement, merci. Je voulais prendre l'exemple parce que c'est vrai qu'on oppose souvent patrimoine, valeur architecturale, architecte des bâtiments de France, etc., pour préserver ce patrimoine riche de notre pays, et performance énergétique, où on a l'impression qu'une isolation, un changement de fenêtre ou la pose d'un panneau photovoltaïque va défigurer un bâtiment. Je pense que le débat est un peu plus nuancé que ça. J'ai envie de prendre un exemple qu'on a réussi à faire en tant que Metz Métropole qui a un patrimoine qui n'est pas gigantesque, mais qui est souvent très énergivore. Qu'on ait des bâtiments
du 21e siècle ou du 18e siècle, leur point commun, c'est qu'ils sont fortement consommateurs d'énergie. Alors, on a un opéra-théâtre qui est le plus ancien en activité en France à ce jour, situé place de la Comédie à Metz. Et ce bâtiment, malgré la qualité de sa programmation culturelle, c'était pour nous, d'un point de vue énergétique, quelque chose de très énergivore. Donc il fallait faire quelque chose. Et c'est vrai qu'il faut rassembler les moyens financiers pour pouvoir faire la rénovation. Et comme l'a dit Julien tout à l'heure, les déperditions thermiques se font avant tout par la toiture, dans la plupart des cas. Donc on a engagé depuis... c'est le troisième été successif et le dernier où on rénove la toiture de l'Opéra-Théâtre en insérant une isolation thermique, parce que aussi incroyable que ça puisse paraître, il n'y avait pas d'isolation thermique jusque-là. Donc on chauffait les petits oiseaux. Donc ça permet de maintenir la chaleur à l'intérieur. Il y aura un meilleur confort pour les artistes sur scène, il y aura un meilleur confort pour les gens qui viennent assister à une représentation, et la métropole fera des économies d'énergie sur ses factures. Donc on a réussi à trouver un compromis entre patrimoine et performance énergétique. Le G7 des ministres de l'Environnement, des Océans et de l'Énergie qui se déroule justement à Metz les 5 et 6 mai, qu'est-ce que vous en attendez concrètement, vous en tant que professionnel, Sébastien Douche et Julien Vieille, qu'est-ce que nous en tant que citoyens on peut en attendre d'eux? Allez, vous avez 30 secondes pour répondre l'un et l'autre. Alors, moi ce que j'en attends, c'est que ces élites, ces gens des hautes sphères puissent se reconnecter un peu plus avec leurs concitoyens, et qu'on ne soit plus dans un projet de société porté par le haut, mais plutôt dans un projet de société où une société de projet, où on va pouvoir donner l'opportunité à chacun et chacune de se saisir de ce défi, parce qu'on ne peut pas attendre tout du haut sans qu'à la base on puisse laisser les forces vives s'exprimer et complètement laisser part à leur action qui va justement être d'une force qui justement n'est censée pas s'arrêter. En politique, les choses ne viennent donc pas de la toiture. Sébastien Douche? Oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le GIEC a attiré l'attention sur le fait qu'il restait 13 mois pour agir et infléchir les consommations d'énergie. Il est urgent que les États se mettent d'accord, que les États passent à l'action au-delà des lois qui puissent être votées. On constate souvent que les citoyens, les associations et les collectivités sont en avance sur les États. Et il faut que les États rentrent dans la course et agissent rapidement et de façon efficace. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Je garde de la neige dans un coin de mon âme. Je garde de la neige quelque part dans mes pensées. Je garde de la neige quand l'hiver nous aura oubliés. J'aurai quelques flocons à ramasser. Je garde de la neige pour les prochains qui n'auront plus rien à se mettre sous les gants. Je garde de la neige en souvenir des longues glissées, des enfants revenant les fêtes se geler. Je garde de la neige pour les années de sécheresse. Je garde de la neige pour ne pas oublier les matins blancs que nous avons laissés filer. Je garde de la neige et mes lèvres gercées. Je garde de la neige le souvenir de nos peaux, tendus par les vents qui traversaient nos manteaux. Je garde de la neige pour la bulle. Sébastien Douche, je vais commencer avec vous. Comment est-ce qu'on devient chargé de mission climat, air, énergie à Metz Métropole? Quel est votre parcours?
Moi, j'ai une formation d'ingénieur géomètre, donc pas grand-chose à voir, comme vous pouvez le voir, mais j'ai eu une série de virages dans mes différents emplois, en passant de l'aménagement du territoire, urbanisme, aménagement du territoire, développement durable, climat, air, énergie. Voilà, c'est des petits virages successifs qui fait qu'au bout de 15 ans, on arrive sur ce genre de mission. Et vous avez pris goût à vous intéresser aux questions d'énergie, j'ai envie de dire, malgré la... J'avoue que moi, j'ai un peu de mal. Par exemple, autant je comprends aisément les enjeux de la biodiversité, je voudrais me forcer à... Je travaille, je vais sur des sites pour essayer de comprendre. J'ai du mal. Vous avez pris goût, vous, aux questions énergétiques? Moi, j'avais déjà une sensibilité à l'environnement en général, et je faisais... ce que font peu de gens, c'est je regardais mes factures, juste la mention kilowattheure, il n'y a pas besoin de regarder les taxes parce que là c'est trop compliqué. Mais c'est vrai que voilà, j'ai toujours été sensible à ça, le fait de préserver, voilà, qu'en agissant de façon sobre, on puisse préserver les générations futures. Donc voilà, ce métier a permis d'affirmer encore plus ce goût sur ces thématiques-là d'une façon générale, hein, pas seulement sur l'énergie. D'ailleurs, vous disiez tout à l'heure que l'énergie est partout. C'est vrai que finalement, la vie sur Terre, c'était une question de cycle d'énergie depuis le soleil transformé en énergie grâce à la photosynthèse. Et puis ensuite, ça circule et l'énergie fait que nous soyons là. Julien Vieille, même question. Quel est votre parcours ? Alors moi j'ai un bagage complètement technique. Je suis en fait arrivé jusqu'au niveau d'ingénieur en efficience énergétique par le biais de l'alternance. Et du coup j'ai commencé mes expériences plutôt dans le secteur privé avec des structures de taille internationale. Sauf que ça m'a justement montré qu'on était dans une thématique de l'énergie vraiment trop portée sur la profitabilité et qu'on ne peut pas se focaliser uniquement là-dessus et que tout l'intérêt c'est l'enjeu humain. Et c'est pour ça que voilà, avec une condition d'ingénieur, j'aurais pu continuer dans ces voies avec des salaires très confortables et j'ai plutôt préféré justement me mettre au service du bien commun et aller vers le conseil des particuliers et d'animation du territoire parce que, à mon sens, l'enjeu se trouve là. Aujourd'hui, si on vous chargeait, vous, Julien Vieille, d'optimiser complètement cette politique de rénovation des logements, qu'est-ce qu'il faudrait faire, notamment au regard des questions que l'on vous pose habituellement lorsqu'on vient vous voir à l'espace Info Énergie de l'ALEC du Pays Messin? Alors, moi, je vois deux grandes choses. Alors, une chose primordiale, c'est qu'on donne déjà toute la mesure des émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que finalement, c'est un peu comme l'agriculture traditionnelle, c'est qu'on la paye 3 fois. On la paye lorsque l'on consomme, on la paye pour les externalités qu'elle produit et on la paye pour les subventions qu'on lui offre. On devrait, comme ça a été lancé par le gouvernement, taxer cette pollution à sa vraie réalité de cause et de conséquences. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Sébastien Douche, Julien Vieille, quand on est comme vous, pour l'un chargé de mission climat, air, énergie à Metz Métropole et l'autre conseiller Info Énergie à l'espace, Info Énergie de l'ALEC du Pays Messin, on est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Lequel de vous deux va commencer? Sébastien Douche. Oui, je veux bien. Moi, ça sera du 2 en 1 parce que je vais faire un coup de cœur pour les gens qui agissent au quotidien. Chacun peut agir à son niveau. Chacun peut essayer de consommer moins d'énergie à la maison, d'utiliser des modes de transport alternatifs comme le vélo, la marche ou les transports en commun. Voilà. Et le coup de gueule, ça sera pour ceux qui disent c'est trop tard, on ne peut plus rien faire. De toute façon, on aura plus 6 degrés d'ici la fin du siècle. Non, il est encore possible de limiter le réchauffement à plus de degrés si on agit et si on infléchit notre consommation d'énergie avant 2020, donc dès maintenant. C'est-à-dire qu'on n'a plus le temps d'être pessimiste. Pour autant, Sébastien Douche, est-ce que ça va suffire de prendre son vélo au regard des enjeux planétaires? Et est-ce que la jolie petite histoire de Pierre Rabhi, du colibri, où chacun fait sa part. En même temps, on sait bien qu'un colibri n'a jamais éteint un incendie.
comparé à, je pense par exemple, on citait tout à l'heure les émissions de gaz à effet de serre liées au déplacement par avion. On sait aussi que c'est une des raisons. D'ailleurs, un des points d'origine des manifestations des Gilets jaunes, on se dit, mais finalement, ces gens qui parcourent le monde ne payent pas de taxes, alors que moi, quand je prends ma voiture pour aller travailler, je paye une taxe. Est-ce que ça va suffire de prendre son vélo et est-ce que ça va changer le monde en 13 mois ? Alors, ça suffira peut-être pas, mais si on ne le fait pas, c'est sûr que ça ne changera rien. On ne fera rien changer. Donc je pense que chaque geste compte. Chaque ruisseau est important pour former une grande rivière. Et je pense aussi qu'il faut s'auto-diagnostiquer. Il y a plein de plateformes d'autodiagnostic en ligne pour savoir quelles sont. Est-ce que j'émets du gaz à effet de serre à cause de mon alimentation, à cause du téléphone portable que je change tous les ans, à cause de mes déplacements en voiture ou en avion, ou à cause de mon logement. Donc il faut identifier quel est le point noir et commencer par agir. Et puis surtout, on est quand même dans une société, on a la chance de vivre dans une société libre, donc il faut que chacun ait la liberté de pouvoir agir là où il le veut, mais que chacun commence par faire un geste. Ce que j'entends dans votre propos, Sébastien Douche, c'est que vous nous invitez à une révolution culturelle. En tout cas, une évolution des mentalités. Même question, Julien Vieille, coup de cœur ou coup de gueule ? Ah bah, on peut jamais être blanc ou noir, donc je me sentirais plutôt coup de gueule, je sais pas pourquoi. Alors, le coup de gueule, c'est, bon, je rejoins ce qu'avait dit Sébastien Douche, on est face à une logique de rapidité qui n'est pas forcément en lien avec ce que l'on voit sur le terrain. On aimerait certes toujours plus de moyens, effectivement après on a toujours l'effet ciseau. Donc moi ce que j'aimerais, je trouve, voilà, à mon échelle déjà, c'est que pour les particuliers, on simplifie les aides financières au niveau de la rénovation parce que, pour le reconnaître, voilà, c'est une croix et une bannière. Même si on est là pour les aider, j'aimerais grandement pouvoir être conseillé, pas sur les aides financières, mais plutôt sur l'orientation et guider le particulier sur ce qu'il peut faire dans son projet et pas lui expliquer tous les dispositifs parce que ça en devient une difficulté première. Et mon coup de cœur, c'est vraiment de voir que petit à petit et manière, ce qu'on appelle, je vais reprendre le scientifique, de manière hyperbolique et exponentielle, les gens se préoccupent de cette situation et prennent en main le problème. Et là, je tire mon chapeau à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau du citoyen, mais aussi des acteurs publics. Le privé aussi commence à y mettre, parce qu'ils voient que justement, sur les consommateurs, ils sont de plus en plus préoccupés et que s'ils continuent dans leur modèle économique qui est dispendieux, le consommateur ne répondra pas. Et est-ce que vous avez parmi vos consultations, Julien Vieille, des gens qui finalement sont venus vous voir pour avoir des conseils sur la rénovation énergétique et qui finalement repartent avec une vraie réflexion, presque un engagement dans une évolution culturelle qu'évoquait Sébastien Douche à l'instant, qui se disent mais finalement je n'avais pas pensé à ça, c'est vrai que mon mode d'alimentation, mon mode alimentaire a aussi un impact énergétique et que finalement je devrais aussi m'interroger sur la manière dont je consomme, peut-être plutôt bio et local, plutôt que d'acheter des produits qui viennent à l'autre bout du monde, mais je n'y avais pas pensé au départ. Alors malheureusement on s'appelle Espace Info Énergie, donc on est un petit peu voilà, on pourrait évoluer en tant qu'association vers un modèle type agence de transition écologique, où là où effectivement on pourrait lier un peu toutes ces thématiques, parce qu'effectivement comme l'a dit Sébastien, nos consommations et nos émissions de gaz à effet de serre ne dépendent pas uniquement du bâtiment, mais elles dépendent de différents usages que l'on fait. Effectivement, il faudrait pouvoir accompagner le particulier de manière beaucoup plus approfondie sur ce diagnostic et les solutions à lui apporter, parce qu'il y a une véritable cohérence. Sébastien Douche, vous évoquiez à l'instant le fait qu'il est probable que les choses viennent de l'initiative des citoyens. Pour autant, eh bien, on a des élus. Est-ce que vous ressentez, vous, alors sans trahir bien sûr votre posture délicate, éventuellement, ça me gênerait de vous mettre dans cette posture-là, mais est-ce que vous ressentez aussi une évolution de nos élus et des politiques, et sans langue de bois, s'il vous plaît, la réponse, sincèrement, est-ce qu'il y a une évolution, une prise de conscience qui se produit également au niveau des élus ? Je pense oui, parce que ces thématiques développement durable, transition énergétique, climat, air, énergie, biodiversité, par exemple, la Metz Métropole, ça fait seulement 10 ans qu'elles sont abordées là.
ça date des élections municipales de 2008, où juste après, quand on était communauté d'agglomération à l'époque, quand les élus communautaires ont été désignés, c'est en 2008 qu'il y a eu pour la première fois la création d'une commission de développement durable, puis d'une cellule développement durable au sein de Metz Métropole. Donc on peut voir sur les 10 dernières années tout le chemin qui a été parcouru. Et c'est vrai que maintenant, il n'y a plus de climato-sceptiques, il y a plus, on ne remet pas en cause le bien fondé de ces actions-là. Tout le monde a entendu parler de la disparition de la biodiversité, qu'elle soit ordinaire ou qu'elle soit plus extraordinaire. Tout le monde a entendu parler de réchauffement climatique, notamment depuis la COP21 à Paris en décembre 2015. Donc voilà, on travaille, on est plus sur la question de pourquoi on le fait, on est maintenant sur la question de comment on le fait. Voilà pour cette émission sur la rénovation des logements pour la transition énergétique. Il y a bien sûr encore énormément de choses à dire. Enregistré en public au quartier et des écomains du village éco-citoyen installé dans les jardins Jean-Marie Pelt à l'occasion du G7 des ministres de l'Environnement, des Océans et de l'Énergie qui se déroule cette année à Metz, justement les 5 et 6 mai 2019. Une émission enregistrée en public, un public que je remercie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur metzmetropole.fr ou encore EIE-Lorraine.fr. Avec Sébastien Douche, chargé de mission Climat, Air, Énergie à Metz Métropole, et Julien Vieille, conseiller Info-Énergie à l'espace Info-Énergie de l'Agence locale de l'énergie et du climat du pays messin. Vous avez pu écouter Dans l'ordre, Dans nos vieilles maisons, par le groupe québécois La Bottine Souriante, paru sur l'album La Mistrine, sorti en 1994. Comme dit Verlaine, par le groupe Les Petites Nacelles, paru sur l'album Crack, sorti en 2006. Et enfin, Sous les gants, par Yvan Marc, paru sur l'album Nos Dimanches, sorti en 2018. Merci aux étudiantes et aux étudiants en génie de l'environnement de l'Université de Lorraine, initiateurs du quartier des Écomains, qui nous ont aidés à préparer cette émission et en particulier Jules Joyot. Merci à RCF Jéricho Moselle pour les moyens techniques. Merci enfin à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission de la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.